Nom d'utilisateur, univers du numérique, mot de passe, 00 NTIC plus 1, se connecter. Bienvenue dans l'univers fascinant du numérique, l'école du numérique au bout des ondes. E-learning, e-commerce, e-réputation, marketing digital, social media, management, astuces, débats, conseils et plus encore, c'est sur Univers du numérique. Déconnecté depuis plusieurs semaines, l'univers du numérique se connecte à vous aujourd'hui avec de nouveaux accès. Mesdames et messieurs, amoureux du digital, merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre émission consacrée au numérique sur la 108.0 FM. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans un univers qui représente l'essence même du monde digital dans un contexte où la technologie joue un rôle de plus en plus central. Ce domaine consiste à concevoir des logiciels, des applications et des programmes informatiques en les adaptant à des besoins spécifiques. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit du développement web dont les méandres vous seront présentés à travers le thème à la découverte du développement web, de l'idée à la réalité. Je suis Augustin Arulité. Je reçois pour vous Sartunin Wewetabo, développeur web SEO, qui est notre invité et qui nous aidera à mieux comprendre le développement web de son historique jusqu'à la conception d'un site web. Fabrice Adidéou assure la mise en ordre de cette émission avec Igor Tonoyo en complicité pour la retransmission en direct sur notre page Facebook Radio Univers. On installe le premier volet de cette émission qui est l'invité. Univers du numérique, l'invité. Diplômé de l'École nationale d'administration ENA de l'Université d'Abomey-Calavi, Sartunin Wewetabo est un entrepreneur, développeur web SEO et directeur général de Sacom Digital Agency, une entreprise spécialisée dans le marketing digital et la communication. Sartunin Wewetabo a également la casquette de promoteur de MyPearls, une entreprise dont la spécialité est la fabrication de perles à base de pierres naturelles. Initiateur du projet SojiDS, Sartunin Wewetabo à travers ce projet offre une aide sociale aux jeunes afin de leur permettre d'éviter les dangers sociaux. Il regorge également d'autres atouts dans le domaine du numérique et de la communication, comme la maîtrise de cérémonie, la rédaction web SEO, le référencement web, le copywriting, le content marketing et le community management. Monsieur Sartunin Wewetabo, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. La pleine forme, j'espère. Très bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous venons de suivre une présentation plus ou moins brève de vos différentes expériences. Vu que vous êtes là en personne, vous avez certainement des détails à apporter. Alors, qui est Sartunin Wewetabo? D'ores et déjà, je voudrais vous remercier parce que j'ai été sidéré tout à l'heure par la présentation. Parce que je me dis qu'il y a toutes les informations qui sont déjà là. Néanmoins, je me permets de me présenter. Je suis Sartunin Wewetabo, je suis développeur web SEO. Je suis le promoteur de Sacom Digital Agency. C'est une entreprise de marketing digital et de communication. Nous sommes à Zougbad, ici à Abomey-Calavi. Je suis également le promoteur du projet SojiDS. C'est un projet à caractère social où nous formons des jeunes gratuitement. D'ailleurs, nous ferons la deuxième dans plusieurs édition. Domaines, c'est ça? Oui, dans plusieurs domaines. Nous les formons dans plusieurs domaines. L'année passée, par exemple, pour la première édition, on les avait formés dans le domaine du marketing digital, la savonnerie, de perlage et d'autres choses. Et cette année, le programme sera déroulé dans les prochains jours sur nos canaux digitaux. Je suis également un chercheur en solutions numériques. Pour dire, je développe des solutions numériques dont Ebi Santé, qui est une plateforme de promotion de la phytothérapie et des produits agroalimentaires. Je vois que vous avez caché cette présentation sur différents réseaux sociaux. J'ai pas pu quand même avoir accès à ça. Ça veut dire qu'il me reste beaucoup à faire. Vous êtes développeur web, rédacteur web, community manager, copywriter, des métiers qui tissent quand même des liens
d'où est né cet amour pour ces métiers-là? Vous étiez contraint à apprendre ces métiers ou bien vous êtes à la recherche, à la quête de savoir tout faire quand vous prend? Vous faites tout d'un seul coup? C'est que vous êtes avare, vous ne voulez pas partager les gains ou bien d'où est monsieur Tamou? Non, pas du tout. J'étais parti déjà par la rédaction web. J'ai commencé par la rédaction web et qui parle de la rédaction web parle du copywriting et parce que après ma licence, moi je cherchais toujours mieux. Bien vrai, vous l'avez dit, hein, j'ai fait l'école nationale d'administration, mais je cherchais mieux, ce qui m'a fait découvrir donc la formation en développement web. Et par la suite, quand j'ai suivi la formation en développement web dans mon métier, j'ai vu que le besoin de mes clients allait aussi dans le domaine du site internet, la création de sites internet. Je crois qu'on aura le temps d'en parler plus. Et donc, voulant me conformer à ce besoin-là, j'ai dit mais pourquoi ne pas me faire former. D'abord, je suis parti faire le SEO qui consiste à référencer des sites internet et c'est après cela maintenant que je suis parti faire le développement web. Et aujourd'hui, je fais plus du développement web que les autres métiers. Je ne fais presque plus, mais je confie ça à mes amis, mes éléments, puisque j'ai des collaborateurs au sein de mon entreprise. Ok, bien avant d'aller dans la quintessence de notre sujet du jour, nous allons tester cette pluralité de connaissances que vous avez dans plusieurs domaines avec notre rubrique ActuNet, cette rubrique qui va nous faire parler brièvement d'un sujet d'actualité sur le net. ActuNet, le journal du net. Smartphone, console, montre connectée, le contrôle parental s'impose sur tous les écrans. C'est une nouvelle étape importante dans la protection des mineurs sur Internet en France qui vient d'être franchie. Depuis le 13 juillet passé, tous les appareils connectés commercialisés dans l'Hexagone doivent obligatoirement proposer un dispositif de contrôle parental dès leur première mise en service. Cette mesure issue de la loi Studer adoptée en mars 2022 vise à donner aux parents de nouveaux outils pour encadrer l'accès de leurs enfants au contenu en ligne, des smartphones ou montres connectées en passant par les consoles de jeux et les télévisions intelligentes. C'est tout un écosystème numérique qui se voit contraint de s'adapter. La genèse de la loi Studer remonte à un constat alarmant en 2022. 90% des adolescents français de 12 à 17 ans possédaient un smartphone, tandis que l'âge moyen du premier usage s'établissait à 9 ans et 9 mois. Face à cette exposition précoce et massive aux écrans, le député Bruno Studer a porté un test visant à renforcer drastiquement la protection des mineurs en ligne. Adopté le 2 mars 2022, la loi impose aux fabricants d'équipements connectés de nouvelles obligations en matière de contrôle parental. L'idée est d'attirer l'attention des parents sur l'existence du dispositif de contrôle parental et de les confronter directement au choix de l'activer ou non, expliqué par le député lors des débats à l'Assemblée nationale. Cette approche proactive tranche avec les dispositifs préexistants souvent méconnus ou sous-utilisés. En effet, une étude Médiamétrie révélait que si 15% des parents déclaraient mettre une place des règles d'usage du numérique, seuls 44% configuraient réellement un paramétrage de contrôle. Des extraits tirés du site 20minutes.fr sur l'actualité du net. Alors, Saturnin, que pensez-vous de cette loi de contrôle parental? Est-ce priver les enfants de leur vie intime ou n'a-t-il pas une exagération? Non, je crois par contre que c'est une loi et qui est la bienvenue. Parce que ça va permettre quand même, parce que si nous avons de ces dégâts-là, on a de ces, dépravations que nous observons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est parce que les parents n'ont pas vraiment su cadrer les enfants. Et pour moi, cette loi, elle est la bienvenue. Elle va permettre aux parents de savoir en fait les contenus que les enfants voient, les contenus que les enfants publient, ainsi de suite. Oui, même si la loi est votée depuis quelques jours, c'est vraiment ça qui a fait quelques jours. Il y a certaines personnes qui sont un peu contre parce qu'on dit voilà que même si la personne est un mineur, il doit avoir quand même sa vie intime, mais d'autres essaient d'expliquer quand même que le contrôle parental, ce n'est pas forcément aller fouiller de façon intégrale dans la messagerie, dans la galerie, forcément de l'enfant, mais essayer quand même de lui éviter à ce dernier les nombreux risques d'arnaque et de sextorsion qu'il y a quand même sur le net. Que pensez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas là un véritable souci? Parce que si le parent avec son enfant mineur ne peut pas, qu'est-ce que cet enfant mineur cache dans son téléphone et que peut-être le parent ne peut pas voir, là, vous ne croyez pas qu'il y a un petit décalage? L'éducation de l'enfant vient de qui? Des parents. Des parents, n'est-ce pas? Et donc, pour être cadré, il faudrait que les parents
puissent jouer les rôles. Et pour moi, parler d'intimité à ce niveau ne veut absolument rien dire. D'abord, parce que ce n'est pas que le parent va s'ingérer et va imposer. D'ailleurs, dans l'éducation normale, nos parents ne nous imposent pas, sauf erreur de ma part, mais ils nous amènent à comprendre ce qui est bon pour notre avenir. Et l'enfant, vous voulez qu'on le laisse peut-être, et quand il sera grand, qu'il puisse voir certaines choses qu'il a commises dans le passé et qui le rattrape peut-être. Donc pour moi, c'est une très belle initiative. Merci pour ta vie sur la rubrique Actu du Net. Nous allons à présent installer le débat proprement dit, la cause même de notre retrouvaille ici avec la complicité de Fabrice Adilio. Univers du numérique, le débat. Si vous venez de nous rejoindre sur cette émission, vous n'avez encore rien raté. Nous abordons à l'instant le débat de notre émission dont le thème est à la découverte du développement web, de l'idée à la réalité, à la découverte du développement web, de l'idée à la réalité. Saturnin Wewetabo, dites-nous, c'est quoi le développement web? Le développement web, tout simplement, c'est ce métier qui consiste à créer des sites d'internet, des applications et des logiciels. En un mot, ouais. Le métier qui permet de créer des sites d'internet, des applications, tout. Donc, ce n'est pas l'informatique, quand on dit informaticien, comme certains le pensent. Non, le développeur web est d'abord un informaticien. Mais lui, donc, c'est une branche de l'informatique. Voilà, oui. Tout à fait. Ok. Quand on parle des débuts, par exemple, de l'historique du développement web, comment ça s'est fait? Ça a quitté des pages statistiques aux applications, ou bien c'est des applications aux pages statiques. Comment on peut résumer ça? Oui, si on veut voir ce côté-là, il faut, dans le développement web, certainement qu'on va aborder, il y a également des niveaux. Il y a des niveaux, d'accord? Oui. Lorsque nous prenons des sites internet, avant, qu'est-ce que nous faisons généralement? On utilise des sites internet. Oui. Quand on a besoin d'une information, on va sur des sites internet. Par la suite, on a des applications. Et il y a de ces personnes-là et qui codent en fait ces sites internet, ces applications. C'est par la suite maintenant, vu l'évolution, qu'il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont mis des templates déjà là qui permettent à ces personnes qui n'ont pas besoin nécessairement de coder de les utiliser. Donc dans le temps, le métier a évolué parce qu'entre-temps, c'est pas la façon dont nous le faisons aujourd'hui que ça se faisait, tout simplement. Vous voulez d'abord tout de suite code. Certainement que nos auditeurs n'ont pas véritablement compris. J'aimerais là vous poser la question, quels sont les différents types de développeurs web qui existent? Oui, lorsqu'on parle du développement dans le domaine web, de la création d'un site internet, quels sont les différents types de développeurs? Je peux dire il y a deux. Il y a deux, bon, oui. L'autre peut dire trois, mais quand même je dis deux. Deux essentiels. Pour dire, il y a celui qui code, oui. D'accord, celui qui fait le back-end, front-end et tout, oui. à l'aide du code, de la programmation tout simplement. Et celui qui fait du no-code. Vous dites, celui qui code, c'est quelqu'un qui écrit des lignes, d'accord, de code qui lui permettent en fait de donner par exemple une interface à son site internet. Vous êtes allé un peu techniquement. Quand on parle de lignes, c'est quoi? C'est les lignes de nos cahiers ou bien des mots, des phrases, voilà, ou exemple, bien des situations de symboles. Je suppose, oui. Radio Univers. Oui. Radio Univers Bénin. Vous avez un site internet, oui. Peut-être. Ou si vous voulez créer votre site internet, oui. On peut, pour qu'on puisse voir Radio Univers écrit, pour qu'on puisse voir une image, on puisse voir en fait un site internet qui défile, oui. Il faudrait faire un travail. Et c'est ça qu'on appelle généralement dans le développement web le back-end. Un travail qui est fait mais qui n'est pas visuel. Un travail qui est fait mais qui n'est pas visuel. Donc ce travail-là consiste à écrire des codes, à faire de la programmation. C'est un art, donc on apprend ça aussi. Donc on écrit des codes et c'est après avoir écrit ces codes-là que les informations que vous voyez peuvent apparaître et tout. Et l'autre côté, c'est celui-là qui n'écrit pas de code. Lui, il y avait d'autres personnes qui ont déjà écrit ces codes et qui ont laissé les templates. Et lui, il vient, il prend juste, on a l'habitude de dire, il prend et il dépose. D'accord, déposer, coller. Tout simplement. Lui, il prend, il ne code pas. Mais de façon harmonieuse. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on dit déposer, coller que c'est facile, pas du tout. Donc, si on va peut-être faire une approche, le développeur web qui fait du code, il établit, il crée même le template, les designs, tout et tout là, et il met à la disposition. Il le fait selon son inspiration, son propre gré. Mais celui qui fait le no-code, c'est que les inspirations sont là, les templates sont déjà là. Il prend et il essaie, lui, d'améliorer et d'adapter ça aux besoins spécifiques. Lui, il gagne du temps.
Il gagne parce du temps. que le codeur, celui qui code, pour coder un site, il lui faut plus du temps. Plus du contrairement à celui-là qui prend des templates, qui fait du no-code. Parce que c'est déjà là. Lui, il a déjà même toutes les idées. Peut-être si c'est un site de radio, il y a d'autres personnes qui ont pensé à ça, qui ont laissé des templates de radio. Lui, prend juste. Mais le codeur, lui, va penser à qu'est-ce qu'il faut mettre en quelque sorte. Et là, ça prend plus du temps. Ça prend plus du temps, ok. Tout à l'heure, vous disiez front-end, back-end, full stack. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails, juste quelques petits détails sur qu'est-ce que c'est qu'un développeur front-end, back-end et full stack? Comme je le disais, je suppose on veut créer une application. Oui. On veut créer Gozem. Je ne sais pas si ça... oui, voilà, comme c'est un truc populaire. Voilà, une application comme Gozem. Il y a ce que nous voyons. Nous, par exemple, si je vais sur l'application, je vois là où je dois faire la commande pour qu'un chauffeur puisse venir me chercher, n'est-ce pas? Ça, c'est le front-end. C'est celui-là qui avait l'interface. D'accord, l'expérience utilisateur, ce que vous voyez en tant qu'utilisateur. Mais le back-end, c'est celui-là qui a fait des choses au niveau du serveur, en fait, des choses que vous ne voyez pas nécessairement, mais qui permettent à ce que l'application puisse exister, tout simplement. Le back-end, celui-là qui est on les appelle, bon, comme on dit back, il est dans l'ombre. Dans l'ombre, on ne le voit pas. Mais le front-end, c'est celui-là qui montre ce qu'on voit, tout simplement. Ah, donc, si on comprend bien, le front-end, c'est celui-là qui est chargé de l'interface, c'est-à-dire du design, ce qu'on voit, tout ça. Mais le back-end, lui, il est beaucoup plus derrière. Et les trucs vraiment spécifiques, trucs là, qui ont mérite beaucoup de trucs là, c'est lui qui les gère derrière. Et le full stack, je crois que là, c'est... oui, c'est en fait, c'est celui-là qui fait les deux. Donc, il y a des développeurs web qui sont juste spécialisés dans l'interface. Sinon, par exemple, si Radio Univers veut créer un site web aujourd'hui, il peut engager un développeur web et front-end à part, un back-end à part. Là, c'est beaucoup dépensé. Donc, il y a les full stack qui font tout à la fois. Donc le full stack, il a les deux compétences, ou bien il a juste une compétence et il y a peut-être un ami en dessous là qui fait la seconde. Lui n'a pas besoin, d'accord, s'il dit ça là, d'accord, il n'a pas besoin de faire appel à une autre personne avant de créer un site internet ou bien une application. Il fait du début jusqu'à la fin. Alors que celui qui est front ou bien back peut dire, bon, moi je ne travaille pas l'interface, je travaille juste le côté serveur, puis voilà. Là, vous ne voyez pas qu'il pourrait y avoir peut-être de disputes entre les deux, de désaccords, parce que s'il y a un développeur web dans le front-end et l'autre dans le back-end, ils travaillent dans la même entreprise, est-ce qu'il arrive souvent qu'il y a quand même des guerres de trucs là? Généralement, pourquoi ça se passe ainsi? Vu que, comme je l'ai dit, le code, vu que ça prend du temps. Une seule personne perd du début jusqu'à la fin. Ça ne marche pas. C'est compliqué. Ça ne passe pas. Donc, ils se disent, moi, je vais me concentrer sur le back ou je me concentre sur le front. Et par la suite, dans une entreprise, je permets à l'autre là quand même de manger encore. Voilà, on peut dire c'est des gens qui ne sont pas avares, ils se spécialisent. Voilà. Nous allons aborder le processus de création d'un site web. Quand un client vous contacte, quel est le processus pour créer un site web? Voilà. Vous avez dit quand un client me contacte. Les différentes étapes, comment vous procédez, comment faire ceci, tout ça, jusqu'à créer le site. Déjà, quand tu me contactes, moi je te demande un appel, généralement, afin de mieux discuter de ton projet, je comprends mieux ce que tu veux. Et là, je te demande un cahier de charge. Donc d'abord, il y a une première prise de contact. Je vous appelle, on discute de votre projet. Là, vous prenez la vision de l'entreprise. Ce que l'entreprise fait comme site internet. Parce qu'au moins, même s'il ne connaît rien dans le domaine, il sait quand même que je suis entreprise et je veux que telles et telles informations puissent paraître sur mon site internet. Donc, je prends toutes ces informations. Et par la suite, je lui demande de me fournir par document un cahier de charges. Et après, je lui parle de mon tarif. S'il est d'accord, je lui envoie mon contrat et il signe le contrat. On parle des modalités de paiement et tout dans mon contrat que je lui envoie. Et c'est après cela, si généralement, puisque moi je travaille avec des clients européens, canadiens et tout, c'est des gens qui ont déjà les noms de domaine et hébergement. C'est pas comme, chez ici, on veut que tu achètes ça. Et ils ont déjà ça, ils savent ce qu'ils veulent. Donc ils payent et ils vous donnent juste les assets. Mais pour celui qui n'a pas, je lui conseille
l'hébergement que moi je trouve bon, que j'utilise généralement pour mes clients, et j'essaie de faire un appel également avec lui, je le guide pour pouvoir payer l'hébergement. Et après, il me donne juste les accès. Et moi, sur le site, je donne comment ça se passe. Oui. Site, n'est-ce pas? Voilà, sur le site maintenant, puisque j'ai un cahier des charges, oui, en fonction du besoin, je choisis le design. Et c'est ça, nous on appelle thème. Dans le jargon, on dit thème. Je choisis le thème à utiliser. Et quand je choisis le thème maintenant, j'essaye de voir les templates et tout. Moi, généralement, j'évite d'utiliser les templates des thèmes. Je choisis le thème, mais je n'utilise pas les templates du thème. Vu que beaucoup peuvent venir utiliser les mêmes templates. Vu qu'il y a aussi les codes couleurs à respecter selon l'entreprise, ce qu'ils font. Donc, vous essayez quand même d'adapter. Moi, j'utilise le thème. Je n'utilise pas les informations du thème et tout. Mais j'ai d'autres extensions, on les appelle plugins et tout, que j'installe, qui me permettent d'avoir accès à d'autres templates. Des extensions payantes comme gratuites, bien évidemment. Et là, j'essaye d'insérer de ces informations-là sur le site internet. Mais déjà, j'ai en tête l'architecture. J'ai en tête ce que je veux comme menu, parce que c'est le grand travail. Si vous avez votre menu, vous savez quand même quelles sont les pages que vous allez essayer de développer en quelque sorte. Donc quand j'ai mon menu, j'essaye sur la page. Donc le menu est déjà également dans le cahier de charge, ou bien c'est vous qui essayez de voir dans le menu il y aura tel nombre de pages ou tel nombre, bien c'est déjà dans le cahier. En fait, le menu, en fonction de ce que le client veut, moi je fais ça comme menu. Il y a par exemple des clients qui viennent et qui disent je veux que la page qui sort nous soit là, et qui parlent encore peut-être d'à propos. Alors que c'est deux choses, en fait, c'est la même chose en fait. En réalité, c'est pas deux choses différentes. Oui. Donc moi, j'essaie de combiner ces pages-là. Et je prends par exemple accueil, généralement. Je prends à propos nos services et tout. Et quand j'ai, je vais dire cette architecture-là, ça me permet de savoir où je vais. Parce que j'ai désormais le menu. Donc pour dire si je finis la page d'accueil, il me faut aller sur la page à propos, page service, blog, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi je disais que le menu est le grand travail. Donc, une fois que c'est bon, maintenant je commence par créer. Moi j'utilise généralement le constructeur Elementor pour bien créer, parce que là ça vous permet vous-même de créer des designs. Au lieu de prendre pour autrui là, vous pouvez créer des designs en utilisant des conteneurs, des choses qui sont déjà là. Donc c'est ce que moi j'utilise généralement pour pouvoir créer mes sites internet, et je commence par développer en maintenant les informations de mes clients. Et dans le même temps, je génère des tests, je crée des tests. Je peux utiliser des outils aussi pour avoir des tests, d'accord, juste pour en fait l'occasion. Et j'utilise également des sites de libre droit pour pouvoir générer des sites, pour pouvoir générer des photos de libre droit. Et par la suite, j'essaye de designer en respectant la charte graphique, bien évidemment, de l'entreprise. Et c'est après cela, bon, en développant, quand je fais jusqu'à 3 jours sur le site internet, je demande un autre appel à mon client. Et là, je lui présente le travail qui est en train d'être fait. Par la suite, pour voir en fait, est-ce qu'il aime le travail, parce que on dit le goût est relatif. Hein. C'est pas parce que vous êtes développeur que vous allez vous imposer au client. Non. Il faut quand même montrer au client ce qui est en train d'être fait. Et s'il n'est pas d'accord, vous allez reprendre, parce que c'est lui qui va payer. Donc je présente quand le client est d'accord, je continue avec le travail, et je termine. Quand je termine maintenant, je lui envoie le lien et il m'accorde les corrections si possible, et après ça je fais la livraison. Faites la livraison. Tout à l'heure vous avez abordé le volet des pages. Quand on se réfère au contenu que vous créez sur les différentes pages, par exemple au niveau de la politique et des confidentialités, est-ce que c'est vous qui fournissez ces informations, ou bien c'est l'entreprise, ou bien vous basez sur les codes en vigueur? Parce que quand on prend la page politique confidentialité, il y a des lois qui sont régies, tout ça. Est-ce que c'est juste du plagiat que le développeur web fait, ou bien le développeur web demande à l'entreprise de faire parvenir ces différentes accréditations et ces conformités pour mettre sur le site? Le bon développeur demande à ce qu'on respecte les normes. Il ne met pas de n'importe quoi, parce qu'on dit politique de confidentialité. Ce qui montre que notre site là respecte l'intimité, respecte en fait l'utilisateur qui est là. Et donc si vous mettez de n'importe quoi, lui va aller, peut-être que c'est bon et il a pu. Mais s'il y a un dégât par la suite, il peut venir, et là, je vais dire, l'entrepreneur peut dire simplement que ce n'est pas lui. Donc ce que moi je demande à ce que, en fonction de la loi en vigueur de son pays, et comme c'est des Européens, vous savez, c'est des gens qui sont vraiment structurés. Lui-même, déjà,
il dit qu'il contacte, d'accord, son conseil juridique, et il a toutes ces informations. Même avant de commencer, lui, il met une grande, il met un grand accent sur ce côté-là. Il dit non, attendez, ne lancez pas cette page, attendez qu'on m'envoie. J'ai même une dame avec qui j'ai discuté avant-hier, elle est européenne aussi, où elle me disait, oui, j'ai discuté avec mon conseil juridique, quand j'aurai le test, je vais vous envoyer. Est-ce qu'ici au Bénin, on fait recours à un conseil juridique avant de créer un site? On te dit même de ne pas mettre ça. De ne pas mettre les politiques. Politique de confidentialité, de mettre je cite, il veut cite. Or, c'est un volet vraiment important. C'est ça qui permet aux internautes de naviguer en toute sécurité et autres. Mis à part ça, vous êtes développeur web SEO, comme vous aimez tant le préciser. Le développeur web, est-ce toujours lui qui est à la base de la création des contenus? Parce qu'on sait que le développeur web, sa mission principale, c'est de créer un site web et mettre à la disposition du client ou collaborer avec certaines personnes comme un rédacteur web SEO, un copywriter, selon l'entreprise, ce que l'entreprise cherche. Vous êtes développeur web SEO, rédacteur web SEO, copywriting et référenceur également. Est-ce que les contenus, c'est toujours vous qui les rédigez ou bien c'est le client? Bon, comme vous l'avez dit, j'aime qu'on ajoute SEO à mon titre parce que tout est parti de là. J'aime le référencement naturel SEO, tout simplement. Le Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Voilà. Vu que vous avez écrit un contenu ou bien vous avez fait quelque chose et on tape un mot-clé, ce que vous avez fait, voir ça, en fait sur Google, ça honore quoi. Donc raison pour laquelle moi j'aime ça. Et donc, un développeur web hier peut être celui-là qui crée juste site internet et qui même demande à ce que l'entreprise puisse payer un autre rédacteur pour venir écrire des articles. Mais aujourd'hui, il y a la concurrence, il y a l'intelligence artificielle qui est là, où beaucoup de personnes ne veulent plus payer beaucoup de gens. Donc on veut que vous seul puissiez faire le travail en question. Et si c'est le cas, il faudrait avoir ces casquettes-là pour pouvoir satisfaire bien vos clients. Ce qui fait que moi, généralement, pour les sites que j'écris, je m'occupe aussi de l'aspect SEO. Et qui parle de l'aspect SEO, parle d'abord du contenu. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis, le référencement naturel est basé sur les contenus. Si vous avez de mauvais contenus, vous pouvez mettre toutes les stratégies en place, mais malheureusement, ça ne sortira pas. Donc, moi-même, généralement, avant, j'écrivais des articles moi-même. Mais maintenant, je ne le fais plus. J'ai mes rédacteurs dans mon agence qui écrivent des articles. Moi, je fais juste l'optimisation. Parce que c'est un peu différent aussi de la rédaction. Donc, moi, je fais l'optimisation de ces articles et je les conforme en fait à ce que le site internet veut. Et je mets ça sur le site internet. Donc, Sajun Tabou ne se limite pas juste à créer des sites internet à ses clients. Vous êtes aussi également dans la stratégie de référencement, c'est-à-dire avec vos compétences dans le SEO, vous permettez à ce que le site du client soit référencé dans les moteurs de recherche, parce qu'il ne sert forcément à rien d'avoir un site qui n'est pas... Expliquez-nous alors quelle est la quintessence de faire référencer son site. Lorsque vous avez envie de payer une chaussure, qu'est-ce que vous faites? Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils ont envie d'acheter une chaussure, ils vont marcher. Ou bien, pour demander au vendeur et tout. On dit, oui. Si vous avez envie d'acheter une chaussure, là vous êtes. C'est le net, les réseaux sociaux. Voilà, vous tapez chaussure, basket. Oui. Mais quand vous tapez là, il y a des résultats qui sortent. Pourquoi pour Jean n'est pas sorti? C'est pour Kojo qui est sorti. C'est le SEO qui fait ça. Parce que lui, il a fait un travail de SEO à ce sens-là. Il a travaillé son contenu. C'est pourquoi il est positionné. Là même, vous avez fait certainement des recherches avant d'être là. Oui. Les recherches, pourquoi on vous a proposé certains articles et on n'a pas proposé pour certains. Pour d'autres, j'allais dire. Mais c'est parce que ces personnes ont pu travailler le référencement naturel de leur site. Donc déjà, vous voyez les avantages. Voilà. Parlons du SEO. Nous allons rester dans le volet du SEO, mais vous allez tout de suite aborder avec nous quels sont les différents types de sites web qui existent. Parce que sur la toile, on dit e-commerce, blog, vitrine. Est-ce que vous pouvez nous donner un détail de au moins 4 à 5 sites ou même 3 types de sites qui existent avec les destinations de chaque site? Quelle est son utilité? D'accord. Nous avons plusieurs types de sites internet. Oui. Moi, je dis site internet, généralement, je dis 3. Mais en réalité, on peut ajouter blog. On peut ajouter blog. Et là, je m'explique. Nous avons ce que nous appelons des sites vitrines.
Et quand on parle de site vitrine, Radio Univers doit avoir un site, par exemple, c'est un site vitrine. Hein. Oui. On ne va pas dire à Radio Univers d'avoir tout ça. Et là, ça présente ses services, ce que Radio Univers est et tout. Par la suite, Radio Univers peut avoir peut-être un blog où elle présente ou propose que des articles. Donc, le site vitrine, si je comprends bien, c'est juste une intervention de l'entreprise. Ça se limite à ça. Oui, il n'y a pas d'interaction, rien du tout. Le site juste la présentation. A priori, n'a pas interaction. Donc, peut-être une page contact. Oui, pour envoyer une page contact. Mais c'est la présentation de l'entreprise, produit, service. Point. Oui, il y a tout sur l'entreprise, mais il n'y a pas l'aspect commercial qui entre en jeu quand c'est site vitrine. Les ONG, elles ont des sites vitrines. Les organismes et tout ça, ils ont des sites vitrines. Les églises. Pour présenter l'entreprise. Juste pour se présenter. Tandis que le blog vous permet, d'écrire vos articles et de les publier. Si je prends des journaux, vous avez l'habitude de publier, je ne sais pas si je peux appeler. Voilà, je prends par exemple Le Potentiel. Vous voyez, il publie des choses. Ce qu'il publie là, dedans, vous cliquez pour aller lire, non. C'est sur un blog. C'est sur un blog. À part ça, nous avons les sites e-commerce. Et là, c'est juste le site vitrine, mais on met un aspect commerce. Et pour notre cas, on peut dire que pour arriver à un site e-commerce, il faut ajouter juste WooCommerce à ce que vous avez fait au niveau de site vitrine. Site vitrine. Pour dire quoi? À ce niveau-là, vous permettez quand même à vos clients, non seulement ils vont voir vos produits, mais ils peuvent commander, ils peuvent dire, bon, je veux payer chaussures là, et tout se passe en ligne. À part ça, par ces trois types-là, on peut parler des marketplaces. Marketplace, c'est ce qui, j'ai parlé tout à l'heure de Ebi Santé, une plateforme que nous avons développée. C'est une marketplace par exemple, parce que nous, on n'a pas de produit. Mais on a créé le site, et ce site permet aux gens qui sont dans le domaine de la phytothérapie et de l'agroalimentation de venir inscrire leurs produits sur le site internet en question. Et quand eux vont inscrire leurs produits, il y a des gens qui ont besoin de ces produits-là. Eux viennent et ils achètent les produits-là sur le site internet. Donc nous, on joue juste un intermédiaire. Lorsque le site est créé juste pour jouer un intermédiaire, où vous permettez à ce que deux personnes viennent acheter et vendre sur votre site internet, on peut parler d'une marketplace à ce niveau. Donc c'est les quelques types de sites internet que je peux aborder. Parlant de sites e-commerce où vous dites qu'il faut ajouter WooCommerce, est-ce que le développeur web assure également la sécurité? Parce que là vous dites il y a un site e-commerce où il faut acheter et autres. C'est toujours le développeur web qui assure réellement la sécurité des internautes qui se connectent en mettant leurs identifiants sur ces sites. Est-ce que le développeur web ne va pas peut-être passer par derrière, vu qu'il est souvent dans la base de données pour prendre la carte des clients et faire les achats? C'est pas possible. Est-ce que c'est toujours le développeur web qui assure cela? Non, lorsque vous créez un site internet, bon, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Parce que vous savez, pour tout un métier, il y a de ces personnes malhonnêtes qui sont. Donc, peut-être que des gens le font. Mais généralement, quand nous on crée des sites internet, sauf si le client vous prend pour faire également la maintenance du site. Sinon, vous finissez de créer le site internet, tout est changé. Surtout pour les sites e-commerce, tout est changé, le client seul a des accès. Toutefois, même si le client n'a pas des accès, vu que vous avez mis des moyens de paiement et tout, non, le paiement se fait, le client même ne voit pas le code de la carte bancaire des autres, et il paye juste. Si c'est PayPal, il a juste son argent dans son compte PayPal et tout ça. Mais lui ne voit aucun numéro. Toutefois, c'est possible. Ce que vous avez dit, c'est faisable. Il y a de ces personnes qui font, même là, ce matin, j'ai parlé lors d'une formation, mais j'ai dit, il y a de ces personnes qui font de la redirection. C'est pourquoi vous, développeurs, lorsque un client vous dit, on paye chez moi, mais je ne vois pas l'argent, voyez le lien. Au niveau du lien, généralement, si c'est Radio Univers qui est le site e-commerce, au niveau de la page commandée, il doit avoir / commandé. Mais si à ce niveau, vous voyez peut-être au niveau de Radio Univers, vous voyez ça comme digital commander, sachez que c'est redirigé sur mon site par exemple, et les sous viendront généralement chez moi. Et tout. Parlant de maintenance et mise à jour, pourquoi est-ce crucial de faire la maintenance et la mise à jour pour son site? Lorsque vous laissez votre site internet là et vous ne faites pas la mise à jour, vous ne faites pas de maintenance, ça peut être endommagé parce que les choses. La maintenance d'un site internet, c'est réellement quoi? Ça consiste
à mettre, par exemple, si je prends notre cas, le no-code, Oui. ça consiste à mettre à jour les plugins, les extensions. Ça consiste également à protéger le site, à voir est-ce que le site dans le temps de problème. En fait, c'est comme une veille que vous faites sur ce site-là. Vous essayez de voir est-ce que sur le site, il y a des choses qui ont changé. Parce que vous pouvez créer le site et bien vous venez demain, vous voyez même qu'il y a des choses qui ont été modifiées. C'est ça que vous ne touchez à cela. Et là, c'est qu'en réalité, il y a eu des mises à jour, mais vous n'avez pas pu faire ces mises à jour. Vous essayez de voir et vous réajustez les choses. Maintenant, ce que moi j'ajoute pour mes clients généralement, non seulement je fais ça, mais je parle du SEO au niveau de la maintenance. Parce que pour un site, quelqu'un qui te paye pour la maintenance, au moins il faut permettre à ce que la personne ait des articles par mois sur le site qui facilitent son référencement. Donc moi je peux ajouter par exemple 4 articles que je rédige et que je publie. Je revois le côté SEO du site dans le mois en question et d'autres tâches que je fais généralement sur le site. Au vu de tout ce que vous venez de dire, la maintenance ne peut qu'être réalisée par un développeur back-end ou full stack. Parce que le front-end est juste sur l'interface. Ouais, c'est juste l'interface et tout, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. Non, on a dit maintenance, non. Oui. Il le peut il bien. peut le faire si au niveau de l'interface. Oui, aujourd'hui là, un développeur ne peut plus dire bon, qu'il est back-end, donc il peut tout faire. Il peut faire maintenance. Au moins la maintenance quand même, quoi. La maintenance. Et en parlant de maintenance, est-ce qu'il y a une période précise pour faire la maintenance ou bien c'est chaque 1 an, chaque 2 mois, chaque 3 mois? Non, vous faites la maintenance. Généralement, même pour mes clients, ils me payent mensuellement. Donc, pour dire, je dois travailler dans le mois, n'est-ce pas? Si je ne fais rien, est-ce qu'on va me payer? Là, ce n'est pas le développeur qui crée aussi cette maintenance chaque mois. Non, pas du tout. Si vous laissez le Donc, site, ça dépend des mises à jour qui sont faites au niveau des templates, des plugins et comme ça. Voilà, parce que tous les jours, il y a de mises à jour. Il y a de ces personnes qui s'entêtent, qui ne veulent pas de maintenance. Mais à la longue, il y a des bugs qui viennent. Par exemple, des gens qui viennent te voir pour dire telle extension, quand je l'active, il y a un bug qui vient, tout ça. C'est en réalité un problème de mise à jour. Mais s'ils avaient payé un développeur qui contrôle tout ça, lui fait. Alors que pour régler un bug, le développeur peut ne pas faire beaucoup de boulot. Mais vu que c'est un bug, il peut être mieux payé que faire la maintenance du site internet. La maintenance intervient également au niveau des langages comme HTML, CSS ou JavaScript. Oui, en fait, pour créer un site internet, par exemple, il faut faire la combinaison entre ces langages. Il faut du HTML qui fait... HTML, oui, expliquez. HTML qui fait en fait la structure, de votre site internet. Là, il s'agit de la forme des titres, des sous-titres. Oui, tout. Sur le site internet, quelle est la structure? Bon, nous, par exemple, au niveau du SEO, on parle des balises HTML. Pour dire, on essaye de structurer un article. Lorsqu'on veut structurer un article, on a d'abord le H1, H2, H3 et autres. Donc il y a le CSS qui fait côté visuel et tout ça, et le JavaScript qui en fait est combiné à ces deux-là pour pouvoir donner je vais dire une expérience utilisateur à ce site donc, internet. La maintenance d'un site internet est vraiment cruciale, comme vous venez de le dire. Pour moi, oui. Pas parce que je veux de l'argent, mais quand même, c'est vous êtes développeur web, si vous le dites, c'est tellement que vos pairs sont du même avis. Maintenant, on va rester avec vous également pour parler cette fois-ci du métier de développeur web. On a fait le développement web, mais cette fois-ci, on va parler du métier de développement web et du développeur web, plus précisément. Saturne Web Tabou, quand est-ce qu'on peut affirmer qu'on est développeur web? Il s'agit juste de suivre peut-être des vidéos en ligne, sur YouTube, ou bien rester derrière quelqu'un, regarder, dire voilà, je suis développeur web. Selon vous, quand est-ce qu'on peut affirmer qu'on est développeur web? Bon, lorsque je vois mon expérience, lorsque je vois des gens qui m'ont formé, lorsque je vois ceux qui m'entourent, je peux affirmer qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour être développeur web. Mais ça, c'est comme tout autre métier. Vous parlez, vous faites du journalisme, vous avez fait des formations, n'est-ce pas? C'est la même chose. Au niveau du développement web, il faut des formations. Sauf que vous n'avez pas, par exemple, besoin d'aller à IFRI nécessairement pour devenir même si c'est une bonne école. Voilà, IFRI, c'est une très bonne école, d'accord, en matière de programmation, développement web et tout. Mais vous n'avez pas besoin nécessairement d'y aller. Pour dire, moi, j'ai fait l'ENA.
Et donc, si on Vous voulait avez fait lier, normalement l'administration. mais Vous je avez suis fait ça au temps de Enam ou bien Ena? Non, Ena. Notre temps, Ah, Ena. Ena. Notre temps, c'était Ena. Ena. Ouais. Ok. Voilà, donc, vous n'avez pas, moi, je n'ai pas besoin, ou bien je n'ai pas été dans une école. Toutefois, hein, c'est un projet. Normalement, vous devez être dans un bureau. Vous avez fait l'administration. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Hein? Hein, moi, je Vous pouvez rester derrière les écrans. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans une école. Aujourd'hui, vu que la technologie a évolué, il y a de ces plateformes puissantes où vous payez même des formations. Vous payez même des formations que vous suivez sur une année, des années, juste pour avoir également le diplôme de quelqu'un qui va dans une école. Vous avez également, comme vous l'avez dit, des tutos YouTube que vous allez suivre. Et il y a de ces personnes qui organisent des formations. Par exemple, j'organise des formations généralement. Donc, si vous voulez apprendre ce métier-là, je peux vous former en vous montrant ce que je sais faire. Parlant de formation, vous voulez donner un exemple sur votre agence Sacom Digital Agency. Parlez là. Quelle est la vraie quintessence? Par exemple, un exemple, si je viens à Sacom Digital Agency et je veux me faire former en développement web, création de sites, comme ça, référencement, rédaction web, quelle est la garantie que j'ai que voilà, Sacom Digital va vraiment me former si je ne vais pas dans une école pour faire 3 ans? Contrairement aux autres, Sacom vous apprend ce qui se passe sur le marché. Oui. Parce que moi, je suis en contact tous les jours, même avant de venir. Avec les clients, c'est la pratique. Les clients. Je sais ce qu'ils veulent. Donc, je vous apprends ce qu'ils veulent au lieu de vous raconter des histoires. Ah. Donc, je vous apprends ce qui va vous faire gagner de l'argent. Je ne dis pas ça pour vendre rêve à quelqu'un. Hein. La preuve, je ne suis pas dans ça. Mais quand même, si vous venez à Sacom pour vous faire former, vous avez la possibilité de finir et d'être en mesure de trouver vos clients, puisque vous allez travailler vraiment sur des projets réels au lieu de faire des projets sur le local et tout. Vous travaillez sur des vrais projets avant la fin de votre formation. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons commencer par apprendre aux gens que nous allons former à partir du 2 prochain. Parce que formation, voilà. Donc, les auditeurs de Radio Univers peuvent aussi s'inscrire à cette formation et pourquoi pas même les journalistes de Radio Univers. Ouais, tout à fait. Hein, tout à fait. S'ils sont intéressés, ils peuvent s'inscrire et voilà. Voilà, toujours avec ça, combien peut gagner un développeur? Parce que oui, il y a la passion pour le numérique, tout ça, mais après ça, il faut quand même remplir les poches et nourrir sa famille, aider ses projets consoles. Combien gagne un développeur web? Vous allez nous faire, par rapport à un développeur web béninois et un développeur web qui est à l'Europe, vous allez nous faire le volet en entreprise et également le volet en freelance. Ok, bon, comme vous pouvez le savoir, au niveau de l'Europe, ils respectent les choses. Oui. En matière de salaire, ils respectent. C'est ça que les Béninois ne respectent pas. Oh, je n'ai jamais dit ça. Permettez que je vienne à ce niveau, je n'ai pas encore dit ça. Allez-y. Voilà, et ils respectent. Donc, pour dire, lorsqu'on dit le SMIC pour développeur, lorsqu'on dit peut-être le salaire pour développeur, c'est 2500 € par mois. Déjà que 1000 € font déjà plus de 600 000 ici. Tout à fait. Donc, il est déjà 1 200 000 par mois. Par mois. Généralement, c'est ça, hein, c'est même ça. D'accord? Lorsque vous tapez sur Internet, c'est minimum ça pour quelqu'un qui dit, bon, moi, je ne vais pas travailler pour les gens, je vais dans une entreprise, lui, il est à ça. Mais quelqu'un qui travaille pour lui, à son propre compte, freelance. Qui est en freelance, qui a une agence et tout, il est plus que ça. Lui peut même faire un projet à ça. Moi, j'ai connu des clients qui ont dit, ils ont fait les sites à 3 000 €. Donc, vous voyez, il n'a qu'un seul site Internet. Hein, et il a pris 3 000 €. Donc, à côté entreprise. Celui qui est dans l'entreprise, tu as dit qu'il peut créer 5 sites dans le mois, mais c'est toujours le même prix. 2500. Celui qui est en freelance, s'il crée 5, et que un est à 2000, peut-être ou 1000, il a 5000. Voyez-vous, 5000 €. Donc, c'est un peu ça. Donc, celui qui est en freelance, bon, le risque, là, il y a un risque. Hein, parce qu'il ne faut pas donner à l'argent, les gens vont croire que c'est facile. Le risque, c'est que pour trouver des clients, il faut vraiment faire du grand boulot, il faut rester en éveil. Si aujourd'hui, moi je dis que travailler son branding également. Voilà. Il faut avoir une idée, une image, j'allais dire, de marque vraiment qui est assise. Sinon, vous allez vraiment travailler sans rien gagner. Donc, côté Europe, c'est ça. Et moi, généralement, c'est ça. Pour mes sites internet, vu que je suis en Afrique ici, je facture à partir de 500 €. 500 € généralement, 500, 600. Bon, moins. Même pour certains. Lorsque la personne qui est devant moi n'a pas assez de moyens, je peux même facturer jusqu'à 300 € pour un site internet. Mais quand je reviens dans mon pays, mon très cher pays, le Bénin, quelqu'un qui est recruté en tant que développeur
on lui demande d'abord plus que ce qu'il devrait faire. Oui. Et même un salaire de 200, avant qu'il ne prenne un salaire de 200, ça va être un peu compliqué. Et là, je parle de développeur no-code. No-code. Développeur no-code. Avant qu'il ne prenne 200, ça va être un peu compliqué. Okay. Parce que... Il faut que ça soit une grosse boîte vraiment structurée. Voilà. Si c'est une grosse boîte et tout, c'est possible. Mais si c'est une boîte naissante, avant qu'il ne prenne 200 000, c'est vraiment chose là. Mais en freelance, pour un travail que moi je veux faire, si je veux par exemple créer un petit blog d'information, un blog pour quelqu'un, bon, moi minimum, si c'est que je n'ai pas pris, c'est 100 000 minimum pour un site au Bénin. Ça inclut l'achat de nom de domaine, d'hébergeur, non, juste la conception. Ouais. Donc le client, même avec 100 000, c'est juste la conception. Lui se charge de l'achat de nom de domaine, d'hébergeur ou les ça. Oui, lui-même, c'est ce qu'il fait. Maintenant, si c'est un site e-commerce, non, au moins 200 000. Maintenant, il faut dire que vous allez dire ça, des gens vont vous dire 30 000. Mais comme, bon, heureusement, on n'a pas encore faim. Généralement, je n'accepte pas. Puis il ne faut pas. Il y a certains qui disent il faut accepter le tarif et proposer quelque chose de basique. Mais quand vous proposez quelque chose de basique, vous ne pouvez pas signer ça. Oui. Et quand vous ne le signez pas, vous ne pouvez pas montrer ça quelque part que c'est vous qui l'avez fait. Et vous ne pouvez pas inscrire cela aussi dans votre portfolio. Alors que moi, je vais inscrire, je veux parler de ça, je veux signer tous mes sites. Donc, je ne fais pas de l'à peu près. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que développeur web, souvent avec les clients? Avec les clients. Vous faites pas vous faites le site et peut-être un mois, 2 mois après, vous dites qu'il faut modifier tout ça. Ça c'est facile. Oui. Vous prenez 3 semaines, 1 mois pour finir le site. D'abord, vous proposez le design et tout, le client accepte. Et vous finissez, il dit que non, qu'il n'a pas aimé. Que vous devez reprendre. En fait, c'est même pas qu'il faut corriger des choses. Que vous devez reprendre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Développeur, ouais, bon, moi, comme vous pouvez le voir, moi j'ai une image que je protège. Donc je ne me permets pas de m'amuser avec des clients. Si tu es client, tu es roi chez moi, effectivement. Mais on n'embête pas mon boulot, hein. Mais tu es roi quand même. Donc pour dire, quand tu me demandes, je reprends. Il y a aussi le côté où, bon, voilà, certains clients ne veulent pas comprendre les règles du métier. Vous leur expliquez la chose, mais ils veulent nécessairement que ce qu'ils disent puisse passer. Il peut peut-être vous dire que sur son site, lui veut, son logo est bleu orange. Oui. Lui veut que le site soit en vert, en fait, rouge. Il propose des couleurs. Et là, vous êtes obligé de passer à côté du design. Mais vous lui expliquez, il ne veut pas comprendre. Parce qu'il a certainement vu quelque chose ailleurs, voilà, qui lui plaît, mais il ne veut pas comprendre que sa charte graphique. Le logo, il ne veut pas. Donc, je comprends. Une dernière question pour finir rapidement. Bon, c'est une question un peu particulière. Voilà. Supposons, après la création d'un site internet, il y a le développeur web qui disparaît. Il disparaît comme ça dans la nature. Je ne vais pas dire qu'il décède, qu'il disparaît. S'il n'avait pas remis les accès, comment est-ce que l'entreprise va, quand le drone va expirer, comment est-ce que l'entreprise va faire? Bon, mon agence a repris un site internet la semaine, cette semaine, hein, on a commencé le lundi, on a repris le site, on a fini je crois, on a livré ça le mercredi. C'est ça par exemple, c'est une église, hein, de place, je tais le nom, qui a commandé son site internet à un développeur. Le développeur a fini, mais il a disparu. Donc l'église était obligée de nous payer à nouveau pour que nous puissions maintenant créer un nouveau site. Parce que le développeur est parti avec les assets principaux. Il n'a pas fini de modifier. Il est parti. Le site est là avec des templates. Bon, comme conseil, vous dites plutôt aux internautes après la création d'avoir les assets principaux. Moi, je les conseille même de ne pas laisser les assets de l'hébergement au développeur. Que même ils créent les assets, remettre ça. Oui, remettre juste les assets au tableau de bord. S'il n'y a pas de problème, qu'ils ne donnent. Mais il y a certains de vos collègues développeurs, voilà, qui désactivent les sites comme ça parce qu'on ne les a pas payé de l'argent. On dit à poste, si tu as un problème, parce qu'on ne va pas payer de l'argent pour créer, soutirer de l'argent. Rapidement, en une minute. Dans ce domaine-là où vous finissez de créer le site, le gars il commence par faire et il part. Ce que moi je fais, je peux laisser. Ou généralement, si j'ai la possibilité de venir sur le site à nouveau, je peux peut-être aller
et je change les coordonnées, je lui écris, je dis bon, j'ai changé, c'est pas que je le fais de façon, non, je lui dis mon gars, paye-moi, sinon tout ça. Mais je crois que c'est des choses qu'il faut éviter en proposant déjà dès la base là, un contrat au client, il signe et tout. Et voilà. Avec la complicité de Fabrice Alileo, nous allons installer la rubrique Top 5. Le top 5. Le top 5, astuces, conseils, et retour d'expérience. Top 5 comme première application aujourd'hui, je vous propose Ophéo qui permet aux spécialistes du marketing, aux créateurs de petites entreprises et agences de marketing de créer de courtes publicités vidéo accrocheuses. Il y a aussi Q2 Pro, Q2.pro simultanément à un screen. Q2 Pro permet de retirer l'arrière-plan de vos vidéos. L'outil propose aussi diverses fonctionnalités de modification photo. Il y a l'application Clipchamp. Clipchamp est un outil de montage vidéo gratuit pour Windows et accès aux services en ligne qui permet de créer aussi bien des clips vidéo rapides et simples que des compositions complexes. Il y a aussi Render Forest. Render Forest est un outil qui vous permet de produire des vidéos de révélation de logos, des vidéos d'introduction, des infographies et des animations grâce à des centaines de templates modifiables directement sur l'interface. Nous avons également Snactis qui est un générateur de tests animés pour vos réseaux sociaux ou votre site. Il propose une petite sélection de mock-up super intéressants pour faire des génériques. C'est tout pour le top 5 de ce jour. C'est tout pour le top 5 de ce jour. Nous allons rester avec Fabrice Alileo pour conclure cette émission. Non. Sur Univers du numérique. Tabo, quel est votre mot de fin par rapport à ce thème que nous avons fait aujourd'hui, à la découverte du développement web, de l'idée à la réalité? Merci déjà à vous pour cette émission. Mon mot de fin, c'est de dire que c'est un métier passionnant, le développement web. Donc, qui veut s'y lancer, je conseille. Et que cette affaire de ces codes, il faut faire un bac scientifique avant de commencer. Tout que les gens n'aient plus peur de ça. Même sans un bac scientifique, vous pouvez faire du développement web et être bon. Moi, je n'ai pas fait un bac scientifique, mais je suis développeur et je crois que je vais mourir de ça. On vous aurait compris, Saturnin Tabo. Nous sommes à la fin de cette émission. Fabrice Alileo a assuré la mise en onde en studio comme invité. Saturnin Tabo, développeur web SEO, rédacteur web SEO, copywriter, community manager, content marketing. Je suis Augustin Apolité. Bonne suite de soirée à vous.